Bonjour à toutes et tous. Alors merci d'être présents pour ce webinaire. On va attendre quelques minutes que davantage de personnes se connectent et on va pouvoir commencer.
OK, on va pouvoir y aller, on va pouvoir commencer. Alors merci d'être là merci de vous être connectés. Bienvenue à ce webinaire qui porte sur le baromètre de la performance énergétique et environnementale des bâtiments pour son édition, 2024, une étude donc produite par l'Observatoire de l'immobilier durable. Alors voici le plan de la présentation d'aujourd'hui. Alors je vais juste retirer ma tête en bas à gauche de votre écran, comme ça vous pourrez voir. Voilà, vous pourrez la voir en plein écran. Voilà, donc je disais le plan de la présentation d'aujourd'hui, donc je dirais d'abord quelques mots sur, l'Observatoire de l'immobilier durable, puis quelques éléments généraux sur le baromètre et le contexte de l'étude, et je détaillerai ensuite les principaux résultats par, catégorie, enfin par typologie de bâtiment, et enfin les messages clés de l'édition 2024 en guise de conclusion. Voilà, et pour ma part, Roméo Juge, moi je suis en charge de la thématique énergie carbone, dans le bâtiment à l'OID. Alors, un petit mot, tout d'abord sur, l'OID, donc l'Observatoire de l'immobilier durable, c'est une association, loi 1901, à but non lucratif qui a été fondée en 2012 et qui regroupe, aujourd'hui plus de 150 acteurs représentant toute la chaîne de valeur immobilière, donc foncière, promoteurs, sociétés de gestion, maîtrise d'œuvre, bureaux d'études, banques, assurances, mais aussi des collectivités. Et l'objectif de l'OID dans les grandes lignes, c'est d'accompagner ces différents acteurs, dans le but d'accélérer la prise en compte des enjeux environnementaux par le secteur immobilier. Et en ce sens, on produit de nombreuses études et outils en libre accès pour l'immense majorité au service de l'intérêt collectif. Donc les missions de l'OID, elles, peuvent être résumées comme ceci. Donc on a une mission d'observation des pratiques et des tendances et de la réglementation. On a également toute une activité de recherche et développement, en particulier des outils d'analyse liés à l'adaptation au changement climatique et la biodiversité, puis une mission de vulgarisation et d'animation de groupes de travail, d'ateliers, de formation, qui passe par l'animation d'un réseau d'acteurs autour de ces enjeux. Et enfin, on participe également à faire évoluer les cadres réglementaires, enfin les cadres normatifs et réglementaires, concernant l'immobilier et le bâtiment. Et donc si je remonte au premier objectif ici de l'observatoire à proprement parler, c'est dans le cadre de cette mission que s'inscrivent les travaux du baromètre, qui est l'objet de ce webinaire et que je vais vous présenter maintenant. Alors pour vous situer un peu l'étude, ce baromètre, c'est une étude annuelle qui est produite depuis la création de l'OID, en 2012. Voilà, et soit dit en passant, c'est aussi la raison d'être originelle de l'association. L'objectif de ce baromètre, c'est de dresser un état des lieux, un panorama de la performance du parc, français principalement. Donc on a également des données sur l'Europe, mais aujourd'hui on se concentrera principalement sur la France. Et ces indicateurs concernent la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre, notamment, mais aussi la consommation d'eau et la production de déchets. Et ils sont calculés sur la base de données de consommation réelles qui nous sont transmises par des propriétaires et gestionnaires de parcs immobiliers, donc foncières et sociétés de gestion de portefeuille notamment. Donc la méthodologie associée est disponible en accès libre et est alignée avec la réglementation française, donc le décret tertiaire notamment. Donc la production de ce baromètre suit un cycle annuel de la collecte des données, la fiabilisation, l'audit de la méthodologie et des résultats qui est réalisé par un cabinet indépendant, puis la publication. Et enfin, l'envoi de rapports de benchmark aux contributeurs. Donc chaque société qui contribue à ce baromètre reçoit un rapport individuel qui lui permet de situer son propre parc et ses bâtiments par rapport à ses pairs et à des indicateurs de référence, le tout calculé avec une seule et même méthode qui permet de donner un cadre de référence. Voilà, donc je le disais, 2024, c'était la 13e année de publication du baromètre. Donc tous les ans, on a une nouvelle version qui vient mettre à jour les indicateurs de consommation d'énergie, donc notamment, hein, entre autres, et on ajoutait de nouveaux à mesure que la collecte s'étend à de nouvelles typologies de bâtiments et à de nouveaux segments de marché. Voilà, donc point important, en 2024, les indicateurs portent sur les consommations 2023 et antérieures. Donc chaque année, on regarde les consommations à N-1 des années précédentes, sur la base des consommations réelles qui nous sont remontées. Donc cette année, en 2024, la base de données comprend un peu plus de 30 000, donc 31 000 bâtiments. Ça représente une surface de 100 millions de mètres carrés.
Et en 2024 toujours, on a eu 52 sociétés, donc contributeurs, qui se sont mobilisés pour nous transmettre leurs données de consommation. Donc c'est 15 de plus que l'année précédente, ce qui a contribué à étoffer considérablement la taille de notre échantillon et puis la représentativité du coup des résultats publiés. Et si on regarde l'évolution macroscopique, disons, sur le parc dans son ensemble entre 2022 et 2023, on a eu une nette baisse des consommations finales. Vous voyez ça à gauche. Donc moins 1,7 pour le segment résidentiel et moins 7 pour le tertiaire. Et on regarde ici la consommation à climat constant, donc affranchie des variations climatiques. En fait, si on regarde les consommations réelles, elles ont baissé d'à peu près la même chose, comme les climats de 2022 et 2023 ont été comparables. Et donc, naturellement, on retrouve cette baisse sur les émissions de gaz à effet de serre de ces deux segments du parc. Alors, juste avant de regarder les résultats en détail, catégorie par catégorie de bâtiments, on a trouvé intéressant de rappeler un peu le contexte dans lequel se sont produites ces baisses de consommation, à commencer par le contexte réglementaire que j'imagine beaucoup de gens autour de cette table virtuelle connaissent bien. Donc en 2023, le secteur du bâtiment dans son ensemble, donc résidentiel et tertiaire, représente environ 45% de la consommation d'énergie du pays. Donc pris dans son ensemble, c'est-à-dire si on regroupe les deux, résidentiel et tertiaire, c'est le premier secteur de consommation du pays, devant le transport. Et ça représente également 16% des émissions de gaz à effet de serre. Et pour piloter la réduction des consommations et le verdissement du parc, la France possède un arsenal réglementaire très fourni. Donc, outre la RE 2020 qui encadre la construction neuve et la réglementation thermique qui encadre les règles relatives à la rénovation, sur le logement plus spécifiquement, on a la restriction à la location des passoires énergétiques, qui concerne les DPE G depuis le 1er janvier et qui va être étendu petit à petit au DPE F puis E. Et sur la partie tertiaire, il y a également l'obligation de réaliser un DPE collectif qui va concerner des bâtiments de plus en plus petits, des copropriétés de plus en plus petites avec le temps. Et sur la partie tertiaire, on a évidemment le décret tertiaire, mais aussi le décret BAX et l'obligation de solarisation ou de végétalisation des toitures et des parkings. Et sur le volet financier, enfin, la taxinomie européenne qui définit des critères précis à destination des sociétés financières, cette fois, qui permettent de déterminer si un bâtiment, donc, ici vu comme un actif financier, est aligné ou non avec l'objectif de neutralité carbone, en particulier fixé par l'Union européenne. Donc j'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail sur ce point dans la suite. Donc ça, c'est pour la partie, pour une espèce de genre de panorama un peu réglementaire, pour essayer de comprendre un peu le contexte dans lequel se sont produites ces évolutions de consommation. Et donc à ce contexte réglementaire s'en ajoute un autre, qui est le contexte économique, avec notamment un signal prix de plus en plus fort sur l'énergie. Donc ce que vous voyez sur ces deux graphes, c'est le prix moyen du mégawattheure pour l'électricité, donc en bleu, et pour le gaz en orange, là, qui est payé par les ménages à gauche et puis par les entreprises à droite. Donc, ici, c'est pour les ménages, ici pour les entreprises. Donc c'est évidemment un prix moyen à observer, ça représente, c'est une moyenne sur tous les prix relevés, et c'est exprimé par rapport au prix moyen observé sur la période 2010-2019. Donc la ligne pointillée, là, le 1, ça correspond au prix moyen sur cette période. Et donc ce qu'on voit, et ce qui est à mon avis une surprise pour personne, c'est que les prix de l'énergie ont considérablement augmenté ces 2 dernières années. Donc en moyenne, les ménages paient leur énergie 50% plus cher en 2024 que sur la période 2010-2019. Et du côté des entreprises, la facture énergétique, elle, a plus que doublé. Donc c'est pas un facteur 1,5, c'est plutôt un facteur 2 à 2,5. Donc c'est clair que l'explosion des prix a eu ou va avoir un impact non négligeable sur les consommations énergétiques, et c'est peut-être même le facteur le plus important qui va peser à la baisse sur ces consommations. Donc avec ces quelques éléments de contexte en tête, on peut passer à la présentation des résultats du baromètre à proprement parler. Donc ici, vous avez sur ces 3 graphes les principaux indicateurs de 2024. Donc c'est des ratios de consommation d'énergie finale à gauche, primaire au milieu, et des émissions de gaz à effet de serre.
exprimé à chaque fois, donc soit en kilowattheure ou en kilogrammes de CO2 par mètre carré de surface et par an. Donc pour les différentes catégories de bâtiments sur lesquels on dispose d'échantillons de données conséquents. Donc la santé, qui regroupe les hôpitaux et les EHPAD notamment, les hôtels, les centres commerciaux, le résidentiel, les bâtiments de bureaux et la logistique. Donc les chiffres qui sont affichés ici correspondent en fait à la moyenne des ratios de chaque bâtiment de l'échantillon. Donc chaque bâtiment compte pour un. Donc dit autrement, ça représente la consommation d'un bâtiment moyen de notre échantillon. Voilà. Et pour rappel, il s'agit ici des consommations réelles, donc sans correction climatique, de l'année 2023. Et on a également recalculé l'évolution de la consommation finale moyenne, donc sur un périmètre constant et à climat constant, donc affranchi des variations climatiques, sur les années précédentes, donc jusqu'en 2018 ici sur ce graphe. Et ce que vous voyez, c'est que cette année, c'est assez remarquable, puisque toutes les catégories de bâtiments qu'on suit, elles affichent une nette baisse de leur consommation énergétique. Donc, vous avez l'évolution en pourcent ici, juste sur la dernière année, donc entre 2022 et 2023. Donc c'est un changement assez radical par rapport à ce qu'on observait entre 2021 et 2022, où finalement, toutes les typologies de bâtiments avaient vu leur consommation à climat constant toujours augmenter, d'autant plus pour les activités qui avaient été très impactées par le Covid, hôtels et établissements de santé en particulier. Voilà. Et comme il n'y a pas que l'énergie dans la vie, on suit aussi la consommation d'eau et la production de déchets, pour lesquels les données remontées sont malheureusement plus parcellaires, mais qui permettent quand même de dégager des tendances et des ordres de grandeur. Donc sur ces deux indicateurs-là, finalement, il n'y a pas de tendance nette qui se dégage. Donc là, vous avez l'évolution de la consommation d'eau. Donc c'est toujours la consommation de mon bâtiment moyen en mètres cubes par mètre carré par an. Et puis là, la production de déchets de mon bâtiment moyen en kilogrammes par mètre carré par an. Donc, ce que je disais, voilà, sur la consommation d'eau, on note tout de même qu'on a deux groupes qui correspondent à deux types d'usages. En haut, vous avez les bâtiments à occupation continue hébergeant des personnes, donc les logements bien sûr, mais aussi les hôtels et la santé. Donc, ici, ça concerne uniquement les EHPAD. Et en bas, des consommations qui sont environ 3 fois inférieures en moyenne, vous allez retrouver les autres catégories de bâtiments. Et donc, quand je disais qu'aucune tendance se dégage, en fait, c'est pas totalement vrai, puisque si vous regardez les consommations des bureaux, on voit qu'il y a un décrochage en 2020 qui correspond précisément à la mise en place du télétravail. Moins de gens dans les bureaux, ça se voit directement sur les consommations d'eau. Voilà. Et pour la partie déchets, donc à droite ici, les seules données qui nous sont remontées sont les données des bâtiments qui font appel à un service d'enlèvement privé, puisque ces services d'enlèvement facturent au poids. Donc ça exclut automatiquement une grande partie du parc qui font appel au service public simplement. Mais ça donne tout de même une idée des ordres de grandeur en jeu de production de déchets par mètre carré de deux types de bâtiments très différents. Voilà. Et donc, juste avant de passer aux analyses détaillées par typologie de bâtiment, pour voir un peu ce que cachent ces courbes plus en détail, j'aurais voulu faire un petit aparté sur un élément que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est la taxinomie européenne. Donc la taxinomie européenne, c'est un système de classification des activités économiques qui vise à différencier les activités dites durables des autres, non durables. Donc. Voilà. Et une activité durable, c'est quoi? C'est, selon la taxinomie, c'est une activité alignée avec les objectifs environnementaux à long terme de l'Union européenne, au premier rang desquels la neutralité carbone en 2050. Voilà. Et pourquoi faire tout ça? Pour orienter, pour flécher les investissements vers ces activités qui sont considérées comme durables. Donc la taxinomie, elle, va s'adresser aux acteurs financiers. Alors aujourd'hui, elle s'adresse à tous les acteurs financiers, plus les sociétés non financières cotées en Europe, enfin en zone euro. Et demain, avec la directive Omnibus et puis le vent de simplification qui souffle sur l'Europe, le scope sera peut-être réduit aux seules très grandes entreprises, mais enfin, même dans ce cadre, ça concerne tout de même des montants importants. Donc, en 2023, typiquement, ça concernait au moins 30 milliards d'euros de financement, donc de flux financiers. Donc, on ne parle pas de cacahuètes ici, c'est vraiment des montants conséquents. Et donc, ça concerne tous les secteurs de l'économie, mais en ce qui concerne les bâtiments, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, pour que ce bâtiment soit considéré, pour qu'un bâtiment particulier soit considéré comme durable du point de vue de la taxinomie,
il doit en gros remplir un des 3 critères suivants. Donc être construit, être conforme à la réglementation environnementale RE 2020, posséder un DPE de classe A ou faire partie du top 15% des 15% les moins consommateurs d'énergie primaire, parmi sa catégorie ou son marché, disons. Voilà, donc dans la réalité, c'est un peu plus compliqué parce que vous avez différents niveaux de durabilité, différents types de critères, mais le point important, c'est que la taxonomie retient la consommation d'énergie primaire comme critère discriminant quant au caractère durable ou non d'un bâtiment. Et donc depuis 3 ans maintenant, l'OID calcule ces seuils, puisqu'en fait c'est majoritairement ce top 15% qui est utilisé pour la majorité des bâtiments existants comme critère d'appartenance ou non à la catégorie active durable. Donc depuis 3 ans, l'OID le calcule, ce top 15, et le fournit au marché en proposant plus de nombreuses typologies et sous-typologies. Donc par exemple en divisant les hôpitaux et cliniques d'une part et les EHPAD à l'intérieur de la catégorie santé, ou encore en proposant des indicateurs par sous-catégorie d'hôtel, donc 1 étoile, 2, 3, etc. Et le fait, en fait, que l'énergie primaire ait été retenue par la Commission européenne, ça pose un problème de taille, parce qu'un bâtiment qui peut avoir à la fois une faible consommation d'énergie primaire, mais pas forcément de faibles émissions de CO2. Donc ça, c'est un effet qui est bien connu, qui nous est bien connu en France, pays où l'électricité est relativement peu carbonée par rapport aux autres pays. Mais en fait, ce n'est pas le cas de la majorité des pays européens. Et pour illustrer ce problème, on a représenté ici donc, la totalité des bâtiments. Donc chaque point de ce graphique correspond à un bâtiment, toutes catégories confondues, de notre échantillon sur ses consommations 2023. Sur l'axe horizontal, vous avez la consommation d'énergie primaire qui est divisée par la valeur du seuil top 15 en énergie primaire. Et puis en ordonnée, donc l'axe vertical, vous avez la même chose, mais pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc par exemple, si vous avez un point qui est situé ici, à peu près à 3 sur chacun des 2 axes, ça correspond à un bâtiment dont, la consommation d'énergie primaire est 3 fois supérieure à la valeur du seuil top 15 de sa catégorie. Donc dit autrement, il consomme 3 fois trop par rapport aux autres bâtiments de sa catégorie pour être considéré comme durable. Et puis de la même façon, ces émissions, elles aussi, sont 3 fois trop élevées, enfin sont 3 fois supérieures à la valeur du seuil, mais cette fois exprimée en émissions de gaz à effet de serre. Donc en fait, ça dessine 4 zones que vous avez représentées ici, où vous avez les bâtiments avec à la fois la consommation élevée et les émissions élevées en haut à droite, donc la zone grise, là. Ceux avec à la fois des consommations et émissions faibles en bas à gauche, et puis vous avez en diagonale là, les 2 situations intermédiaires. Et par exemple, si je regarde ce cadran-là, en haut à gauche, vous avez des bâtiments entre guillemets durables, en tout cas du point de vue de la taxonomie européenne, mais avec des émissions qui peuvent être très supérieures à celles des bâtiments non durables. Donc c'est typiquement des bâtiments peu énergivores mais chauffés au gaz. Et puis en bas à droite, vous avez des bâtiments qui sont non durables, mais qui pourtant ont des émissions très faibles. Donc on va y retrouver par exemple certains réseaux de chaleur ou des bâtiments chauffés à l'électrique. Voilà, donc tout ça pour dire que pour prendre en compte le carbone dans la réglementation, enfin prendre en compte le carbone dans les réglementations, c'est indispensable si on veut diriger les investissements vers des bâtiments qui sont effectivement les plus vertueux, ou en tout cas ceux avec l'impact le plus faible. Si l'objectif affiché est de réduire l'empreinte carbone, enfin en tout cas les émissions de CO2 du parc de bâtiments. Voilà, donc je referme ce petit aparté. Et on peut passer maintenant au focus catégorie par catégorie de bâtiments. Donc le premier concerne les bâtiments de bureaux. Donc historiquement, c'est la catégorie de bâtiments sur laquelle on dispose des données les plus détaillées. On peut remonter comme ça jusqu'à 2010 pour les consommations. Donc vous avez ici l'évolution de la consommation en énergie finale. Donc, je le répète encore une fois, on parle ici des consommations réelles des bâtiments de bureaux, avec en bleu marine, enfin en bleu, pas le noir, mais l'autre bleu. Vous avez la consommation moyenne, donc c'est la consommation d'un bâtiment de bureau moyen. La zone bleu ciel, elle représente l'écart interquartile, donc elle contient 50% des bâtiments. Donc dit autrement, vous avez 25% des bâtiments qui consomment moins que
cette limite, et puis 25% au-dessus. Ce qui donne un ordre d'idée un peu de la diversité, de la dispersion autour de cette valeur moyenne. Et puis en noir, c'est la consommation moyenne, donc toujours de bons bâtiments moyens, mais à climat constant. Donc quand la courbe noire est au-dessus de la bleue, ça veut dire que si le climat avait été normal, les consommations auraient été supérieures. Ou dit autrement, ça veut dire que l'hiver a été plus doux que la moyenne, ce qui est le cas sans surprise pour presque toutes les années qu'on regarde, en tout cas sur les 13 dernières. Voilà, donc ça permet de voir que la baisse observée en 2022, vous voyez ici là, de 149 à 139, elle était essentiellement due à l'hiver particulièrement doux de 2022, par rapport à 2021, puisqu'en fait, si on regarde à climat constant, la consommation en fait aurait stagné, voire légèrement augmenté. Voilà, donc c'est davantage dû à un hiver doux qu'à de réels efforts d'efficacité ou de sobriété. Par contre, si on regarde 2023, là, la baisse, elle est nette et sans équivoque. Qu'on s'affranchisse ou non même des variations climatiques, vous avez un net recul de 7% des consommations. Alors la question qu'on peut se poser quand on regarde ça, c'est est-ce que ça suffit pour atteindre les différents objectifs que s'est fixé la France sur ses consommations d'énergie, et notamment via le décret tertiaire. Alors pour rappel, l'objectif qui est visé par le décret tertiaire, qui s'applique à tous les bâtiments de plus de 1000 m², pour simplifier, tertiaire, c'est d'atteindre une baisse de 40% des consommations à horizon 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050, par rapport à une année de référence prise entre 2010 et 2019. Donc c'est ce qu'on a représenté par les 3 étoiles ici, les 3 objectifs. Et là, ce que vous avez de représenté, c'est l'évolution de la consommation totale du parc, donc un échantillon de peu près 11 millions de mètres carrés, sur un périmètre et un climat constant. Donc là, c'est plus juste la consommation d'un bâtiment de bureau moyen qu'on suit, mais c'est celle de tout le parc pris dans son ensemble, enfin de tout le parc pour lequel on dispose des données, sur un périmètre constant et à climat constant. Et comme on regarde le parc dans son ensemble, on va prendre comme situation de référence la consommation moyenne sur la période 2010-2019. Donc si on prend cette référence, aujourd'hui, enfin en 2023 plutôt, on est à peu près, on est à un peu plus de 20% de baisse. Donc c'est-à-dire qu'on est à peu près à mi-chemin de l'objectif 2030. Et puis si on extrapole la baisse qu'on observe entre 2010 et 2023, vous voyez la courbe noire ici, là, ça correspond à peu près à du 2%, enfin à moins 2% par an. En fait, on voit qu'on s'approche des objectifs du décret tertiaire, ce qui est quand même très encourageant. Et c'est en grande partie dû en fait à l'effort réalisé en 2023, puisque vous voyez que si j'avais réalisé la même courbe en 2022, en fait, on atterrissait bien au-dessus. Donc, c'est évidemment une modélisation très simple, mais ça montre que les objectifs sont atteignables à condition que les efforts engagés se poursuivent pour le parc de bureaux. Donc ça, c'est pour l'évaluation globale du parc, mais évidemment, localement, en fonction de où vous vous situez sur le territoire, vous avez une diversité assez importante, une disparité assez importante des consommations d'un point à l'autre, d'une région à une autre. Donc, ce que vous avez ici, en fait, c'est les consommations finales et les émissions associées dans différentes régions de France métropolitaine. Donc là, le découpage reprend en fait les zones climatiques de la réglementation thermique de l'ART 2012 et RE 2020. Et la consommation, finalement, elle suit grosso modo la rigueur des hivers. Donc, plus un hiver est rigoureux, plus la consommation est élevée. Même si de fortes variations existent au sein des régions. Par exemple, vous pourrez prendre un bâtiment de bureau parisien. Ici, vous avez 25% des bureaux parisiens qui consomment moins qu'un bâtiment moyen du Nord-Ouest. Même si les bureaux parisiens, en fait, petite couronne aussi, ont en moyenne des consommations plus élevées. Alors, sur ce point notamment, ça nécessiterait une étude dédiée, mais les bureaux parisiens ont typiquement des niveaux de service qui sont plus élevés ou des niveaux d'occupation plus élevés, ou les deux. Plus de personnes par mètre carré, quand on parle d'occupation. Donc sur la question, alors autant sur les niveaux de service, c'est un peu difficile à mesurer, autant sur la question de l'occupation, c'est quelque chose qu'on peut regarder en détail. Et plus précisément, l'impact du télétravail sur la consommation des bureaux depuis 2018. Donc comme ça, on a à peu près un intervalle de 2 ans avant et après Covid.
Donc on a isolé ici un échantillon de 200 bâtiments, de bureaux, donc ça représente en gros 20% on va dire 2 millions de mètres carrés, pour lesquels on connaît à la fois les consommations évidemment, mais aussi le taux de vacances, c'est-à-dire le pourcentage de surface inoccupée, donc sur lesquels il n'y a aucune société qui occupe ces bureaux, et le nombre d'occupants des surfaces qui sont effectivement occupées. Donc, c'est-à-dire sur les parties de bâtiments qui sont louées, enfin loués ou simplement occupés, dans lesquels il y a des occupants, on a le nombre d'occupants sur ces surfaces. Donc le tout depuis 2018. Et on compare ici la consommation par mètre carré de surface occupée, c'est-à-dire non vacante, en noir, et la consommation par occupant, en bleu, de cette surface, sur un périmètre et à climat constant, pour s'affranchir de tout effet, de tout artefact. Voilà, et on fait démarrer les deux courbes à 100 pour les comparer précisément. Et en fait, ce que vous voyez, c'est que les deux courbes se suivent à peu près jusqu'en 2020, puis là, la consommation par mètre carré décroche en 2021, alors que la consommation par occupant, elle, stagne. Puis les deux reprennent leur évolution de concert, on va dire, en se suivant, en conservant cet écart. Et en fait, ce que ça veut dire, bon, alors je rappelle juste que si une partie d'un bâtiment est vacante, elle n'est pas louée, elle est exclue du calcul. Donc c'est ça qu'on entend par mètre carré effectivement occupé. Donc, et ce que ça veut dire, c'est que les surfaces de bureaux qui sont effectivement occupées, elles sont occupées par moins de personnes. Donc, ou dit autrement, les bureaux sont sous-occupés un peu depuis 2021, ce qui correspond précisément à la généralisation du télétravail depuis le Covid. Et vous voyez que l'effet, en fait, n'est pas négligeable, puisque sur les 5 dernières années, donc entre 2018 et 2023, si vous regardez la consommation par mètre carré, vous baissez de 24%, un quart de consommation en moins, ce qui est énorme. Mais si vous regardez par personne, la consommation n'a baissé entre guillemets que de 18%. Donc en fait, l'effet de ce télétravail est loin d'être anecdotique sur les consommations. Et en fait, si vous regardez la consommation d'eau, c'est exactement ce que vous voyez. Donc là, on remonte jusqu'à 2010. Vous avez donc là, c'est la consommation d'eau en mètres cubes d'eau consommée par mètre carré et par an. Et vous voyez qu'en 2020, la consommation décroche et elle s'établit en moyenne 15 à 20% en dessous de ce qu'elle était avant la pandémie. Donc vous avez en gros un plateau, ça ne bouge pas jusqu'en 2019, ça décroche en 2020 et ensuite un autre plateau jusqu'en 2023. Et ça, en fait, la consommation d'eau, elle est directement corrélée au nombre d'occupants dans les bureaux. C'est à la différence du chauffage. Même avec moins d'occupants, il faut quand même chauffer les bureaux. Alors que le nombre de lavages de mains, de chasse d'eau, voire de douches, lui reflète directement le nombre d'occupants dans les locaux. Donc voilà, ces deux éléments en fait posent la question un peu de l'indicateur à observer, puisque vider les bureaux pour déplacer les consommations ailleurs, c'est à l'évidence pas la solution pour réduire les consommations et a fortiori les émissions du parc. Et alors autant la baisse a été assez drastique dans les bureaux, on peut regarder de l'autre côté de la barrière, du côté du résidentiel où elle a été beaucoup moins importante. Donc ici, on regarde le résidentiel collectif. Donc vous n'avez pas les maisons individuelles, seulement les logements collectifs. Donc là, on observe assez naturellement, ce que vous voyez en fait, c'est l'effet inverse en 2020. Si vous regardez la courbe à climat constant en noir, là, avec la mise en place du télétravail, en fait, les gens ont passé simplement beaucoup plus de temps chez eux, ce qui a engendré des consommations supplémentaires, enfin la mise en place du confinement plutôt. Mais en fait, plus important, on voit surtout que sur les 5 dernières années, là, donc 2018-2023, les consommations stagnent. Donc, bon, elles ont baissé de 5%, ce qui est à comparer aux 18% dans les bureaux, même si on exclut l'impact du télétravail, donc même si en fait l'occupation des bureaux avait été restée constante sur ces 5 dernières années, les consommations auraient tout de même baissé de 18%, ce qui montre qu'il y a à l'évidence des leviers importants à actionner dans le logement. Alors, à voir si l'entrée en vigueur des restrictions à l'allocation des passoires énergétiques sera suffisante, ou si c'est simplement l'augmentation des prix qui, in fine, fera baisser les consommations, ou les deux. Donc voilà, ce sera quelque chose à suivre dans les prochaines éditions. En tout cas, comme pour les bureaux, on peut regarder aussi ici la consommation d'eau. C'est assez intéressant d'avoir la vision aussi des consommations d'eau
qui n'est pas déterminée par les mêmes facteurs. Et en fait, on voit qu'elle évolue finalement très peu, hein, comme pour les consommations d'énergie. Même si finalement les gens passent davantage de temps chez eux en télétravail, en tout cas, c'est assez négligeable sur les consommations d'eau du parc. On n'a pas d'effet notable ici. Puisque, a priori, passer plus de temps chez soi en télétravail n'engendre pas de consommation supérieure sur les postes les plus consommateurs d'eau, que sont les salles de bain, la cuisine et les toilettes. Et un autre secteur, voilà, donc ça c'était pour la partie résidentielle, et en fait assez proche de ce résidentiel dans l'utilisation des bâtiments. Donc troisième focus de ce webinaire, les hôtels, qui, à la différence du résidentiel, pour ces hôtels, on dispose d'un classement qui est tout fait. En fait, le nombre d'étoiles qui va déterminer le taux de service de l'hôtel, et on dispose aussi d'indicateurs physiques sur leur occupation, physique et économique. C'est ce que vous voyez sur le graphe de gauche. Ça représente le nombre de nuitées enregistrées dans les hôtels en France entre 2018 et 2023. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, l'occupation des hôtels. Donc, à droite, vous avez la consommation finale, qui commence à 2021, hein, faute de données antérieures. Et vous voyez assez clairement l'impact du Covid, encore une fois, sur l'occupation. Elle a été divisée par 2 en 2020, avant de remonter fortement en 2022. Et aujourd'hui, elle s'établit à peu près, on va dire, à son niveau d'avant-crise, d'avant Covid. Et sur les consommations, donc à droite, on observe assez logiquement un rebond en 2022 qui correspond en fait à la reprise d'activité du secteur. 2 fois plus de gens, 2 fois plus de clients, disons. Ça se voit nécessairement sur les consos. Donc on a eu à la fois plus de clients et plus de consommation. Mais en fait, plus intéressant, vous regardez la dernière année, en 2023, les consommations, elles, baissent nettement, malgré une légère augmentation de l'occupation. Donc on a eu à la fois plus de clients et moins de consommation d'énergie, ce qui montre qu'il y a des pratiques plus sobres qui sont possibles, que finalement l'activité physique de ces hôtels peut augmenter tout en baissant la consommation d'énergie. Et alors, encore une fois, ici, les consommations dépendent assez fortement du type d'hôtel dont on parle, hein. Donc l'avantage des hôtels, je le disais, c'est que le classement, donc le nombre d'étoiles va déterminer les équipements qui y sont présents. Donc si on regarde la consommation par catégorie d'hôtels, on doit voir apparaître des tendances. Comme depuis plusieurs années maintenant, on observe quelque chose d'assez surprenant, c'est que les hôtels économiques, donc 1 étoile, ici vous avez la consommation par mètre carré, et puis ici par chambre. Donc par mètre carré, en fait, on a l'impression que les hôtels économiques ont des ratios de consommation étonnamment élevés, alors qu'ils possèdent des taux de service limités, avec par exemple des sanitaires communs pour une partie des chambres. Et en fait, ça tient simplement à l'intensité d'usage, parce que si on regarde la consommation par chambre, c'est-à-dire grosso modo la consommation par client de l'hôtel, hein, en fait, on voit logiquement que les consommations augmentent avec le niveau de standing et assez fortement. Vous voyez par exemple pour les hôtels 1 étoile, milieu de gamme 2-3 étoiles, et pour les hôtels les plus luxueux au haut de gamme, où les hôtels les plus luxueux, du coup, consomment quasiment 3 à 4 fois plus que les hôtels économiques lorsqu'on prend la consommation par chambre. Mais en fait, au-delà de simplement la consommation moyenne, qui permet de situer un hôtel par rapport à un indicateur de référence, ce qui est intéressant, c'est de regarder la dispersion autour de la moyenne. Donc vous avez ici l'écart, autour de toujours cette même écart interquartile, là, qui comprend 50% des bâtiments. En fait, ce que vous voyez, c'est que cet écart, il augmente aussi à mesure que, plus un hôtel est luxueux, plus l'écart autour de la moyenne augmente. Donc ça veut dire qu'en fait, plus l'hôtel est luxueux, plus il a de marge de manœuvre finalement pour réduire sa consommation. Là où tous les hôtels économiques finalement consomment peu ou prou la même chose. Un hôtel très luxueux, vous avez toute une gamme de consommation en fonction de ces différents hôtels. Et en fait, c'est exactement ce qu'on voit dans l'évolution des consommations. Là, vous avez la baisse entre 2022 et 2023, l'évolution plutôt, pour chacune de ces sous-catégories d'hôtels. Vous voyez qu'en fait, plus l'hôtel est luxueux, plus la baisse observée en 2023 a été importante. Et donc, en fait, en conclusion, ça montre, on a encore ici un exemple qui illustre le problème du choix de l'indicateur, hein, les limites, et puis les limites de l'indicateur de consommation par mètre carré, qui est l'indicateur standard aujourd'hui, parce que le plus simple à utiliser.
Alors qu'en fait, finalement, il faut enfin voilà, on voit que quand on se rapporte à un indicateur de consommation par occupant, qui est ici représenté par l'indicateur par chambre, on est beaucoup plus proche de la réalité de l'utilisation du bâtiment qu'un simple indicateur par mètre carré. Mais c'est évidemment plus dur à mesurer. Voilà, donc avant-dernier focus sur un cas un peu particulier, mais qui représente quand même la plus grande part des consommations du tertiaire devant les bureaux et l'enseignement, sont les établissements de santé, qui regroupent d'une part les hôpitaux et les cliniques, et puis d'autre part les établissements médico-sociaux, donc établissements médico-sociaux qui incluent les EHPAD. Donc ici, la situation est un peu plus délicate à analyser du fait de la grande diversité des usages des bâtiments de santé, hein, parce qu'un hôpital avec des équipements médicaux lourds n'a rien à voir avec un hôpital psychiatrique ou avec un EHPAD, hein, et ça se reflète nécessairement dans leur profil énergétique. Mais on peut quand même tirer une grande tendance. Donc, comme pour les catégories de bâtiments tertiaires qui étaient fortement impactés par le Covid, vous observez en 2022 un rebond des consommations. En fait, ça correspond à une reprise d'activité plus normale, disons, des hôpitaux et à une augmentation de l'occupation des EHPAD qui avait fortement baissé par rapport à 2019, puisqu'il y avait une surmortalité en 2020-2021 et un gel des nouvelles admissions. Donc en 2022, les nouvelles admissions ont pu reprendre, enfin les admissions ont pu reprendre. Donc j'ai envie de dire, là, c'est une évolution conjoncturelle, mais ce qui est assez encourageant, ce qui est même beaucoup plus encourageant, c'est de regarder 2023. Et en fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse des consos de 4% en moyenne, hein, pour les établissements de santé, un peu plus élevé pour les hôpitaux, un peu moins pour les EHPAD, alors même que l'utilisation de ces bâtiments est restée stable, voire a augmenté. Donc le nombre de patients hospitalisés et le nombre de séjours hospitaliers, eux, ont augmenté, donc plus d'utilisation des hôpitaux, mais le nombre de résidents en EHPAD, lui, est resté stable entre 2022 et 2023. Et malgré cela, on a eu une baisse des consommations dans ces deux typologies de bâtiments. Et en fait, comme dans le cas des hôtels, on a ici une baisse des consommations qui est couplée à une augmentation, à minima un maintien de l'activité au sein de ces bâtiments. Donc ça montre ici aussi, comme dans le cas des hôtels, une forme de découplage entre les consommations d'énergie et l'occupation de ces bâtiments, qui est encourageante de noter et qui sera très intéressant de suivre les années suivantes. Voilà. Et enfin, dernier focus de ce webinaire sur les entrepôts logistiques. Donc, il s'agit d'une catégorie un peu particulière, puisque les entrepôts possèdent généralement des surfaces importantes, typiquement en ordre de grandeur autour de 10 000 m². Hein. C'est entre 5 000 et 10 000, voire certains plus de 30 000 m². Donc, ils affichent des consommations par mètre carré relativement faibles. En revanche, comme il y a beaucoup de surfaces d'entrepôts en France, ça représente une grande part des consommations du tertiaire, juste derrière les bureaux, hein, mais devant les bâtiments de santé. Mais par mètre carré, les consommations sont plus faibles. Et alors, entre 2022 et 2023, ici, ce qu'on observe, c'est aussi une baisse des consommations, donc, mais qui se retrouve dans les différentes catégories d'entrepôts qu'on a divisées en logistique de froid et logistique à température ambiante, hein, qui inclut les entrepôts chauffés l'hiver. Et ici, on dispose d'indicateurs physiques de l'activité économique qui vont finalement dans le sens de la baisse des consommations d'énergie. D'une part, le volume de vente de biens de consommation, donc en volume, que ce soit en magasin ou en ligne, a baissé en 2023. Et comme tous les produits transitent à un moment ou à un autre de leur cycle de vie par un entrepôt, ça se traduit par une diminution des flux de marchandises dans les bâtiments logistiques. Et pour confirmer cette tendance, on a également un autre indicateur, qui est le transport routier de marchandises, qui mesure, lui, les tonnes chargées dans les camions et dans les trains, mais principalement dans les camions, par an en France. Et là aussi, cet indicateur il donne une indication du volume de marchandises qui transitent par un entrepôt à un moment ou à un autre de son voyage. Et c'est aussi un indicateur qui baisse. Donc, volume de vente et tonnes chargées dans les camions. Ces deux-là évoluent à la baisse en 2023. Et en fait, pour les tonnes chargées dans les camions, en tendance, ça baisse depuis 2014. Donc, finalement, en conclusion, là, à la différence des autres catégories de typologie de bâtiments, on a une évolution de l'activité économique et des consommations d'énergie qui va dans le même sens et qui rend
et qui rend l'interprétation des résultats un peu plus délicate, puisqu'on ne peut pas vraiment attribuer ça à forcément une meilleure efficacité ou une meilleure sobriété. Donc voilà, c'est un peu plus difficile de tirer une conclusion, disons, précise sur les raisons de cette baisse. Et donc ça nous amène à la conclusion de ce webinaire. Donc dans l'ensemble, ce qu'on observe en 2023, c'est une nette baisse de la consommation de toutes les catégories de bâtiments, tertiaires comme résidentiels, qui est davantage marquée pour le tertiaire. Alors peut-être aussi en raison de l'augmentation des prix de l'énergie qui a été moins marquée pour les ménages que pour les entreprises. Deuxième point, on a vu que les bureaux étaient en bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire. Mais en gardant à l'esprit qu'en fait l'occupation réelle des bureaux est inférieure à son niveau d'avant Covid, donc elle explique une partie de la baisse observée ces dernières années. Et on a vu aussi des constats très encourageants sur deux catégories de bâtiments assez importantes, que sont l'hôtel et la santé, où on a observé à la fois une augmentation de l'utilisation des bâtiments, de l'utilisation physique des bâtiments, et couplée à une baisse des consommations d'énergie, qui montre que des pratiques sobres, ou moins efficaces, sont possibles. Et voilà, juste avant de conclure, je tiens à remercier l'ensemble des contributeurs qui ont transmis les données de consommation de leur bâtiment, donc 52 cette année, sans qui on ne pourrait pas continuer à produire ce baromètre et à ajouter de nouveaux indicateurs d'année en année. Donc vraiment, merci beaucoup à eux et à leur mobilisation tous les ans, puisque ici, vous n'avez pas que des gens qui ont contribué en 2024, mais beaucoup de contributeurs contribuent tous les ans depuis 12 ans maintenant. Et avant de vous laisser la parole pour des questions, si vous en avez, je voulais vous indiquer quelques-unes des publications phares sur les autres thématiques traitées à l'OID. Donc en dehors de l'énergie et le carbone, donc le baromètre de l'immobilier responsable qui mesure, on va dire, la prise en compte des enjeux ESG par le secteur immobilier. Ensuite, deux guides, un pour les mesures adaptatives au changement climatique, un autre pour le déploiement d'une stratégie biodiversité en immobilier, et enfin un guide qui liste, qui détaille l'ensemble des labels et certifications relatives aux bâtiments tertiaires et résidentiels. Et voilà. Et enfin, vous pourrez retrouver l'ensemble des résultats présentés. Donc, il y a beaucoup d'autres analyses détaillées sur les centres commerciaux, notamment, dont je n'ai pas eu le temps de parler, dans la publication complète, donc, que j'ai également mise en commentaire du webinaire, dans le chat, vous devez la voir. Voilà, donc toutes les méthodes associées sont consultables en libre accès. Et si vous préférez, vous pouvez scanner le QR code pour accéder aux différents documents. Et avec ceci, il me reste à vous remercier de votre attention. Et je serais content de prendre vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être prendre les questions du chat. Alors, on avait une question sur la part de tertiaire résidentiel. C'est à peu près. Il y a une majorité de tertiaires, comme j'ai montré, mais aussi un segment résidentiel. L'âge moyen des bâtiments, alors moi je n'ai pas cette donnée en tête, mais vous pourrez retrouver des données là-dessus sur les bâtiments de bureaux, notamment dans le baromètre. Vous avez toute une catégorisation des bâtiments par année de construction, enfin par période de construction. Ici, oui, alors deuxième question sur les bâtiments en France, oui, ça concerne des actifs en France seulement. Ce que j'ai présenté, on a aussi des indicateurs sur l'Europe qu'on est en train d'étendre. Un des objectifs du coup de 2025, ça va être de présenter d'étendre la collecte à l'Europe et d'augmenter le nombre d'indicateurs qu'on calcule pour les bâtiments européens, mais vous en avez déjà sur les EHPAD dans le baromètre 2024. Et enfin, j'ai une question. Est-ce qu'on a déjà des indicateurs sur les consommations 2024? Non, pas encore. Ceux-là paraîtront dans le baromètre 2025, du coup, à la fin de l'année 2024.
Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui peuvent être postées en commentaire. Mais si j'ai plus de questions, il me reste à vous remercier pour votre attention et à vous souhaiter. Ah, j'ai une autre question. Avez-vous une analyse de fiabilité des DPE? Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par analyse de fiabilité. Si vous entendez une analyse comparative des DPE, enfin, et de la consommation réelle, c'est pas quelque chose qu'on produit, notamment parce que pour l'instant, le DPE logement est effectué à la maille enfin, le DPE résidentiel est effectué à la maille du logement, et nous on regarde la consommation des bâtiments dans leur ensemble. Donc pour l'instant, c'est pas encore quelque chose. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a regardé cette année. Ensuite, j'ai une question sur l'impact de la mobilité. Oui, alors, oui, en effet, c'est pas des choses enfin, les consommations ici que j'ai présentées sont les consommations liées à l'exploitation du bâtiment. Donc ça prend, et les émissions associées aux consommations d'énergie en fait du bâtiment, donc alors à son exploitation. Il y a évidemment pas, on n'a évidemment pas pris en compte les consommations et les émissions liées au transport des employés. C'est évidemment quelque chose à prendre en compte, mais davantage sur un bilan carbone qui va prendre en compte aussi les émissions liées à la construction, à la fin du cycle de vie du bâtiment. Ici, c'est plutôt l'idée étant de regarder les consommations réelles année après année et leur évolution vis-à-vis de la réglementation et du contexte macroéconomique. La question portait sur les bureaux pour l'analyse de fiabilité des DPE. Alors, on n'a pas fait cette comparaison encore. On n'a pas fait cette comparaison, mais en fait, ça peut si vous regardez la distribution des consommations des bureaux dans le baromètre, en énergie primaire, hein, puisque le DPE tertiaire pour l'instant est qu'en énergie primaire, bah, ça vous donne un peu un ordre d'idée de la répartition des DPE calculés. Puisque pour l'instant, le DPE tertiaire est fait sur facture, donc sur consommation réelle, a priori. Vous pouvez retrouver dans le baromètre des histogrammes qui donnent les gammes de consommation d'énergie primaire. Mais on n'a pas fait une analyse précise, détaillée sur les DPE. Bon, si j'ai plus de questions, je pense que... Si, j'ai une question sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, elles sont a priori pas comptées dans les consommations d'électricité des bâtiments. Lorsqu'elles peuvent être décomptées des consommations. Enfin, je m'explique. Si le contributeur connaît séparément les consommations des bornes de recharge électriques, il doit les compter séparément et elles ne sont pas prises en compte ici. Mais dans certains cas, elles ne peuvent pas être décomptées, donc elles sont incluses. Alors, les données à une maille géographique. Alors, les données ne sont pas disponibles en open source. Il s'agit de données privées pour le secteur. En revanche, vous avez accès à toutes les données associées à la publication sur le lien ou en flashant le QR code qui est ici. Notamment tous les histogrammes, les distributions de taille, les distributions de consommation par taille, etc. Alors, j'ai une question sur l'intégration d'autres typologies de bâtiments. Oui, en fait, on prévoit d'intégrer de nouvelles typologies. Tout dépend de la mobilisation des acteurs.
à ce baromètre. Donc un des objectifs de cette année, c'est d'étendre un peu aux autres types de commerces. Sur les parties, ce que nous on catégorise comme événementiel, donc sport et culture, c'est aussi des données qu'on collecte. Donc ce qu'on espère en 2025, c'est avoir assez de données pour pouvoir calculer des indicateurs dessus. Parce qu'on fixe la barre assez haut en termes de taille d'échantillon pour être sûr d'avoir des échantillons représentatifs. Voilà, j'espère que ça répond à toutes vos questions, que j'en ai oublié aucune. Voilà, et je vais vous remettre le lien une dernière fois pour les personnes qui sont encore présentes, si je le retrouve. Alors, une seconde. Enfin, de toute façon, vous pouvez l'avoir en flashant le QR code ici. Mais si vous préférez cliquer dessus, je vous l'envoie. Hop, une fois que ça aura chargé. Bon, visiblement, ça marche pas, pour une raison que j'ignore. LinkedIn ne me laisse pas cocher. Mais en tout cas, vous pouvez flasher ce QR code et vous avez accès au baromètre. Et si j'ai plus de questions, je pense que je peux vous souhaiter une bonne fin de matinée, un bon appétit. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et bon appétit.